Bonjour, je suis le Fab et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Vincent et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, c'est Arthur Depince et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui s'offre un reporter correspondant Île-de-France sans rien débourser. Alors bonjour à tous chers auditeurs, c'est Thibaut et non pas Pierrick cette fois-ci pour vous parler d'un festival, non pas n'importe lequel, il s'agit du Salon du Livre 2014 qui a une petite partie BD, c'est pour ça que nous y sommes. Alors c'est un très grand salon, je crois que j'ai jamais vu un salon aussi grand que celui-là, j'ai l'impression que c'est tous les ensembles du festival de BD d'Angoulême rassemblés d'un seul et même endroit, et même c'est paraît presque plus vaste. C'est assez impressionnant, les allées sont très grandes, ce qui fait qu'on se marche pas dessus. Non, ça c'est assez agréable. Où est-ce qu'on est donc? Le salon du livre, ça se passe par des expositions de la porte de Versailles à Paris, dans le pavillon 1, donc le plus grand. Ça se déroulait donc du 21 au 24 mars 2014, avec un nombre d'exposants assez impressionnant, divers et variés, aussi pas mal d'internationaux. C'est aussi un des principes fondateurs du Salon du Livre, c'est de laisser la place à des éditeurs internationaux. Il y a de tout, il y a du Brésil, de la Roumanie, des Suisses, et le pays à l'honneur cette année, c'était l'Argentine. Avec notamment comme attraction phare une exposition dédiée au personnage de Mafalda, si ma mémoire est bonne et si je ne dis pas de conneries. On se retrouve juste après une petite virgule avec l'interview du Fab à propos de sa dernière bande dessinée, puis de ses travaux précédents un petit peu, et notamment la comparaison qu'on peut faire. À tout de suite. Bonjour le Fab, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Je vais très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux faire une présentation très succincte de ton parcours dans la BD jusqu'ici ? Alors mon parcours dans la BD jusqu'ici, c'est succinct, on va essayer. J'ai pas fait d'études de dessin. Moi j'ai attaqué la BD en faisant toujours du dessin chez moi et au contact d'autres auteurs que j'ai rencontrés au fur et à mesure des salons. J'ai attaqué en 2007 avec le dessin de la série La Tour de Kila, qui était un spin-off de Naël Buck. J'ai enchaîné en parallèle avec WoW, que je scénarise, qui est une parodie sur World of Warcraft. Et puis ensuite je suis devenu le dessinateur de l'adaptation BD de la série audio Reflet d'Acide. Et je vous passe des petits projets mineurs qui ne paraissent plus maintenant. Et là, depuis quelques jours, je suis l'heureux papa de Steam Pop, une série jeunesse qui vient de paraître aux éditions Delcourt, dont je suis le dessinateur et le scénariste, donc je suis très content. Est-ce que tu peux faire un petit bref rappel de la gestation de Steam Pop, c'est-à-dire quand est-ce qu'est née l'idée jusqu'à ce que maintenant, le tome 1 soit publié par Delcourt ? Ouais, du coup, c'est une gestation qui a duré un peu plus de 2 ans, je crois, en fait, qui est intimement liée aux autres BD que j'ai fait avant et aux problèmes que j'ai pu avoir parfois avec les éditeurs qui m'ont contraint à me dire qu'est-ce que je vais faire après ? Et du coup, je voulais plus faire de fantasy, pas je voulais plus en faire, mais j'avais un peu fait le tour du sujet et je voulais faire un peu autre chose. Et en fait, j'ai réuni au début un peu sur un coup de tête, un coup de ras-le-bol. Je me suis dit, tiens, je vais prendre tout ce que j'aime, tout ce qui m'éclate, tout ce qui peut fonctionner et plaire aux gens, essayer de faire une grosse tambouille avec tout ça. Donc effectivement, j'ai pris l'univers steampunk que je trouvais sympa et qui commence à bien rencontrer son succès. J'ai pris des histoires d'adolescents pour que les gens puissent s'identifier. J'y ai mis un dinosaure parce que j'adore ça. J'y ai mis un chat parce que le net adore ça. Moi les chats j'aime pas ça, mais c'est marrant quand même. J'y ai mis des extraterrestres, des trucs geeks. J'ai mélangé un peu tout ça et après j'ai secoué jusqu'à en sortir très progressivement en fait un scénar. Donc il y a eu d'abord quelques croquis, quelques esquisses, puis un début de scénar qui s'est mis en place progressivement, puis il y a eu un lien avec l'histoire des mondes parallèles. Donc c'était assez progressif. Au bout de quelques mois, j'ai pondu 2-3 planches en fait, d'ouverture après avoir vraiment un début d'histoire qui tenait bien la route. Et puis les planches sont restées en stand-by après pendant presque 1 an puisque je suis reparti sur Reflet d'Acide, donc j'avais du boulot et j'ai pas le temps de finaliser. Et il y a maintenant un an et demi, je me suis dit d'ailleurs c'est ma femme qui m'a d'ailleurs un peu poussé à me dire vas-y boucle ce projet-là et envoie-le, tu verras bien un peu ce que ça donne si tu sors un peu juste des séries que tu fais actuellement. Donc j'ai repris toutes les planches, je les ai refaites, j'ai finalisé mon scénario, j'ai fait quelques illustrations en plus, on a envoyé ça aux éditeurs et de façon complètement inattendue, c'est Delcourt qui, je crois, autour du mois de mai, en tout cas au début de l'été 2013, m'a rappelé en me disant on a lu, on aime bien et on voudrait le sortir. Et c'est parti comme ça, quoi.
qu'est-ce qui te change dans Steam Pop par rapport à tes précédents travaux? Alors donc pour Reflet d'Acide, c'est plutôt le côté dessin, et pour WAO, c'est plutôt le côté scénar. Y a-t-il vraiment des changements entre ces précédents travaux-là et Steam Pop? Déjà, il y a le changement principal, c'est que ce soit sur Reflet d'Acide au dessin ou sur WAO au scénario, dans les deux cas, je suis dans un travail d'adaptation, entre guillemets. Sur Reflet d'Acide, c'est comment porter en dessin, même en y apportant quand même beaucoup de choses personnelles visuellement, et même dans la narration, comment apporter donc la saga audio en dessin. Dans WAO, c'est quand même quelque chose qui se base sur l'univers de World of Warcraft, donc on doit quand même s'appuyer sur le jeu, sur l'univers, sur les quêtes qu'on y fait. Donc on est toujours dans l'adaptation sur un support préexistant. Là, Steam Pop, déjà, ça sort de nulle part, ça sort de mon imagination. Il n'y a aucun référent déjà existant, donc c'est vrai qu'il y a un travail dessus de création à 100% qui était très différent de ce que je faisais auparavant. Donc où j'ai pu laisser libre cours à mon imagination, et en plus derrière ça, Delcourt a été sympa puisqu'ils ont vraiment accroché à 100% au concept et m'ont laissé la liberté complète dans mon premier récit. C'est quasiment ils n'ont pas touché du tout, et dans le second pour suivre à ma guise les aventures telles que j'avais envie de les faire. Mais est-ce que ta technique de dessin a changé par exemple? Là non, franchement c'est plus une évolution. Il y a eu une grosse remise en question à l'époque de Reflet d'Acide 5, et j'étais passé notamment du format A3 au format A2. J'avais essayé de trop travailler mes ancrages, mes ombrages, d'aller plus en avant dans le dessin. Donc là il y a vraiment un travail à ce moment-là, et qu'effectivement c'est répercuté sur Steam Pop derrière. Et puis ensuite par contre la technique de travail, mes ancrages, mes constructions sont toujours les mêmes qu'auparavant, donc on n'est pas dépaysé. Au niveau de la narration en tout cas, l'univers change, mais on retrouve ma façon de raconter les choses, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui en 2014 tu arrives à bien vivre de la BD? Alors ça va mieux. En fait, il y a eu une période jusqu'en 2009, au début, où comme je cumulais beaucoup de projets, que la BD marchait vraiment très bien, et qu'on n'était pas encore dans la période de crise, où j'étais quand même... ça a commencé petitement, forcément, puis à un moment ça allait plutôt bien. Et puis après, c'est pris la crise économique, il y a eu des problèmes au niveau des projets, il y a eu des moments où il y a eu des reports, des choses comme ça, donc ça a été assez compliqué. Et puis là maintenant, la crise en tout cas a écrémé un peu le milieu de la BD, mais du coup a recalibré un peu les choses, donc on commence à retrouver une certaine stabilité pour les projets qui sont mis en place. Et puis le fait d'être dans une boîte beaucoup plus conséquente telle que Delcourt permet aussi d'avoir des revenus plus réguliers, quoi. Si à telle date, je sais que je fais une note de droit avec tant de planches pour tel montant, je sais que 15 jours après je suis payé, on peut s'organiser, quoi. Ce qui avant n'était pas toujours le cas chez les petites structures, où des fois on savait pas trop quand on allait toucher nos sous, et dans certains cas quand il y a eu des ruptures de boîte, même si on allait tout simplement les toucher, quoi. Donc maintenant ça va quand même mieux, là je m'en sors à peu près correctement. Je suis pas richissime, loin de là, mais en tout cas j'en vis, ça va. Quels sont tes projets actuels, Steam Pop inclus? Et du coup, quelles sont les prochaines dates de sortie de tes travaux? Les projets, effectivement, c'est avec Steam Pop actuellement, c'est au cœur de l'actu, c'est vraiment le projet dans lequel je me donne à corps perdu. Donc là, on a un deuxième tome qui est prévu déjà pour septembre. Puis a priori, la série devrait quand même pouvoir connaître quelques tomes de plus, parce que l'éditeur elle a vraiment bien accroché. Donc à moins d'un énorme bid au niveau du lectorat, et les premiers échos sont plutôt bons, donc on espère que ça ira. À moins de faire un gros bid, la BD va se poursuivre sur quelques tomes, peut-être 4 ou 5 pour un premier cycle, et puis après on verra si ça suit bien, qu'il y a des choses à raconter en plus. Il y a de quoi faire, donc on ira peut-être plus loin, j'espère en tout cas. Et puis sinon, évidemment, j'oublie pas Reflet d'Acide et WAO. WAO, le tome 11 sortira en juin, en même temps qu'une série d'intégrales qui reprendront les anciens volumes pour les remettre un peu à la page. Et Reflet d'Acide, là on est un petit peu en stand-by parce que ça, Steam Pop me prend tout mon temps, mais j'oublie pas non plus les lecteurs. Et le tome 6 est prévu, je sais pas exactement pour quand, courant 2015 j'espère. Voilà, je vais éviter de faire comme JBX et de vous laisser patienter pendant des années entre chaque épisode, hein. Mais voilà, c'est avec Steam Pop pour l'instant, c'est un peu la grande création, et ça me prend pas mal de temps. Voilà. Donc JBX, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le créateur de la saga audio Reflet d'Acide, et donc du coup le scénariste adaptateur pour la partie bande dessinée. Il me reste plus que deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses de la BD numérique? Alors la BD numérique, c'est un challenge en ce moment en fait. C'est un support qui se développe doucettement. Même tout le monde est un petit peu... y a mon coloriste en arrière-plan qui me fait des grands gestes pour me dire non, c'est pas bien. Voilà, dans l'absolu, je suis pas opposé au support, mais je pense pas qu'il va supplanter le support papier, parce que la BD est un objet et offre un confort de lecture sur papier qui est pas comparable, même si on a fait de gros progrès en lecture sur tablette par exemple. C'est pratique quand on va emmener des BD, si on veut des séries qu'on n'aurait pas achetées, qu'on va acheter un peu moins cher, mais bon, je trouve pour l'instant qu'en tout cas les BD numériques sont beaucoup trop chères au prix où elles sont vendues, donc elles sont pas concurrentielles non plus. Je pense que les éditeurs veulent pas casser les prix pour pas concurrencer la BD papier. D'un autre côté, du coup, c'est trop cher pour intéresser les lecteurs, donc pour que le marché décolle vraiment. Donc pour l'instant, on est un peu dans une phase transitoire, l'avenir dira. Moi, j'y suis pas opposé, mais je pense que le format papier restera quand même pour l'objet, pour la rencontre avec l'auteur, pour les dédicaces également, pour le confort de lecture. On en arrivera sur un double format. Je pense pas qu'on craigne le problème du MP3 qui a complètement supplanté le CD par exemple. Et enfin, pour finir, quelle est ta dernière découverte bande dessinée?
On m'a posé la même question hier et j'ai pas su répondre. Parce qu'en fait, je suis tellement actuellement dans mes propres projets que j'ai quasiment pas le temps de m'intéresser à ce qui sort à l'extérieur. Donc je suis un petit peu. Le dernier truc que j'ai acheté en BD, ça remonte à je sais pas quand. Je sais même plus dire exactement dans quel ordre ce que c'est, quoi. Je suis des séries qui paraissent, notamment en manga. Donc, mais bon, c'est des trucs classiques Naruto, Gun et consorts. Et c'est vrai que là, vraiment, le dernier achat que j'ai fait, c'est une compile comics X-Men versus Avengers en fait, que j'ai pris pour le délire. Alors que je suis pas forcément beaucoup les comics d'habitude, donc c'est vrai que j'ai pas de trucs vraiment maintenant tout de suite que j'irais conseiller parce que j'ai vraiment pas trop suivi l'actu ces derniers mois, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup le Fab pour tes réponses et puis longue vie à Steampop. Bah, merci, et puis pour ceux qui auront découvert le premier, merci à eux, et pour les autres, n'hésitez pas à y aller, c'est bon, mangez-en, quoi. Merci beaucoup. Salut les auditeurs, c'est Thibaut. Donc là, je viens de sortir de l'interview du Fab, comme vous venez de l'entendre. Une très bonne interview d'un artiste que j'adore personnellement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas poser des questions à son coloriste pour la BD Steampop, à savoir Mick. Bonjour Mick. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. On a fini la dédicace, là. Il y a du monde, c'est bien. Donc tu as vu beaucoup de monde. Tu as été là les 3 jours, là, t'es là depuis vendredi ? Alors non, moi je suis venu spécialement juste le dimanche matin de 10h à 13h. Tandis que Fab, lui, était là les 3 jours. Enfin, toute la journée de vendredi et le samedi matin et dimanche matin. Moi j'étais là que le dimanche matin. Donc comme je l'ai dit, tu es le coloriste de Steampop. C'est pas ton premier travail de coloriste ? Ah non, loin de là, non. On a commencé ensemble avec Fab, mais Steampop n'est pas notre première BD, non. Donc toi, au niveau de tes travaux précédents, lesquels sont les plus connus, si tu devais en citer quelques-uns ? Alors on a commencé avec Fab sur la Tour de Kila, donc que les fans de Fab connaissent. Ensuite, on est ensuite passé chez Quantique pour faire la série WoW, la parodie de Warcraft. J'ai pu faire quelques tomes en fait. À côté de ça, j'ai travaillé aussi pour les contes du Corrigan pour Soleil, World of No Life pour Vent d'Ouest. J'ai fait une BD aussi chez Casterman. Voilà, principalement de ce que je me souviens. Donc tu es coloriste à plein temps ? À plein temps, oui. Alors, je l'ai été pendant quelques années. Maintenant, je suis dans la 3D, mais je continue encore à travailler dans la BD pour Steampop, en tout cas. J'espère plus, parce qu'en fait, j'ai mis entre parenthèses la BD pendant quelques temps pour pouvoir apprendre la 3D, justement. Mais oui, avant la 3D, c'était du temps plein, ouais. Donc comment ça s'est passé, justement, ton arrivée en tant que coloriste pour Steampop ? Alors, il se trouve qu'en fait, j'ai envoyé, après ma formation de 3D, j'ai envoyé mon book à différents éditeurs, dont Thierry Jour, le directeur de collection de Delcourt, qui m'a rappelé, qui m'a mailé un mois plus tard pour me proposer un essai sur Steampop, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je connais ce style. Et en fait, comme je suivais un petit peu, on va dire, de loin l'actualité de Fab, du coup, j'ai pu capter directement que c'était sa BD à lui. Donc je suis allé voir Fab et je lui ai dit, on me propose un essai sur ta série. Il m'a dit, chouette, si c'est toi qui peux reprendre les couleurs dessus, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai fait un test déjà, donc voilà. On l'a bossé ensemble, ce test avec Fab, de manière à ce que je puisse proposer des couleurs qui soient en adéquation avec ce que lui voulait, mais aussi avec ce que le directeur de collection voulait, même si lui ne m'avait rien dit en fait. Enfin, il m'avait dit à la base juste, fais des couleurs du style Lanfeust, des trucs un petit peu colorées, un petit peu vibrantes, etc. Mais voilà, donc j'ai fait un test, le test a été accepté, et j'ai signé le contrat dans la foulée, et j'ai commencé l'album. Donc là, à ton niveau, tu m'as parlé de la 3D, tu m'as dit que du coup ça prenait plus de temps. Actuellement, tu ne vis plus que de ton travail de coloriste. Alors, j'ai vécu pendant plusieurs années de mon travail de coloriste. Je suis aussi graphiste de 2D, 3D, quoi. Je fais de la mise en page, etc. Mais du coup, là, en fait, depuis que j'ai recommencé la BD, Delcourt me permet de vivre de la bande dessinée, puisque bon, comme chacun sait, les tarifs éditeurs ne sont pas les mêmes, en fait. Et on peut très bien vivre de la BD chez Delcourt, mais chez des petits éditeurs, être obligé de cumuler avec d'autres travaux, d'autres jobs. Mais j'ai la chance de pouvoir, pour l'instant, vivre qu'avec ça, entre guillemets. Bon, est-ce que jusqu'ici, tu as eu le temps de profiter un peu du salon ? Est-ce que tu t'es baladé ? Est-ce que tu as découvert des choses intéressantes ? Alors, moi, personnellement, le salon, j'y venais juste pour y dédicacer, en fait, tout bêtement. J'ai fait un petit tour. J'ai vu qu'il y avait, comme le Salon du Livre regroupe énormément pas que la bande dessinée, donc j'ai pu voir Alain Souchon tout à l'heure.
Voilà, il y a pas mal de... Je suis assez surpris que pour un dimanche, il y ait beaucoup de monde. Enfin après, peut-être que c'est moi qui me trompais en pensant ne trouver personne, mais on a beaucoup travaillé et le salon est assez vivant, quoi. Bon, et sinon, au niveau de ton actualité BD, à part Steam Pop, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver dans d'autres travaux prochainement ? Alors j'aimerais bien. Moi je scénarise aussi de mon côté, j'écris des scénarios, donc du coup je propose des scénarios à droite à gauche. Je suis sur l'écriture de 2 séries, mais principalement, mon activité principale est sur celle de c'est Steam Pop. Je commence tout juste le tome 2 d'ailleurs, qui est à rendre normalement pour juin, pour la mi-juin, et qui sort en septembre. Sinon rien d'autre. Moi je me tiens à disposition après de mon directeur de collection s'il a besoin s'il a besoin de moi pour d'autres séries, ce que j'aimerais, puisque moi mon plaisir c'est de travailler, c'est de faire la BD, quoi. Donc à part Steam Pop, pour l'instant rien de concret, quoi. Bah écoute, merci Mick. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la BD Chimère ? Ah non, pas du tout. Je connais 2 noms, mais jamais feuilleté. Eh ben écoute, moi c'est une BD que je te conseille vraiment, et je la conseille aussi à tous nos auditeurs qui, tout de suite maintenant, après une petite virgule, vont pouvoir écouter l'interview de son dessinateur, Vincent. Bonjour Vincent, merci de répondre à mes questions au Salon du Livre 2014. Comment vas-tu ? Ça va très bien, super, je suis très content d'être au Salon du Livre 2014. C'est bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement présenter ton parcours bande dessinée ainsi que tes œuvres majeures ? Mon parcours en bande dessinée, j'ai commencé la bande dessinée, mon premier album est sorti en 2006 aux éditions Glénat, voilà. J'ai fait une première série où j'étais auteur complet, qui s'appelle Albatros. Ensuite, j'ai travaillé avec un scénariste, Jean-Blaise Dian. J'ai fait une deuxième série qui s'appelle L'École Capucine. Et Chimère est ma 3e série, avec Christophe Pelinck, Dee Arleston et Mélanine, en fait, qui sont mes 2 scénaristes. Et à côté de ça, j'ai une autre petite série qui est une série d'aviation qui s'appelle Aviateur, avec un scénariste qui s'appelle Gilles Roy. Très bien. Alors, quelle est ton actualité la plus récente ? Mon actualité la plus récente, c'est Chimère, en fait. Voilà, actuellement, je travaille à temps quasiment complet sur Chimère. Donc Chimère, c'est la série qui m'occupe le plus en ce moment. Voilà, on a le tome 3 qui est sorti en octobre 2013 et on a le tome 4 qui est prévu pour octobre 2014. Je suis à peu près à la moitié de la production du tome 4. Donc voilà. Et c'est une série qui sera en 6 albums, en fait. Très bien, très bien. Donc un rythme d'1 an par album, ou c'est parce que tu travailles sur d'autres choses en parallèle ? Alors je fais pas que ça à côté, je travaille beaucoup, je fais de la bande dessinée toujours, mais pour de la presse ou pour de l'aéronautique. Mais c'est vrai que j'essaye comme c'est une série qui s'étale sur 6 albums, j'essaye de garder on va dire un rythme qui soit de l'ordre de 1 an, effectivement, vis-à-vis des lecteurs, parce que 6 albums, on est vite à 6 ans en fait. 6 ans, c'est pas anodin dans une vie, donc l'idée c'est de faire en sorte que la série ne s'étale pas sur des années et des années. Ce n'est pas non plus une course, mais voilà, 6 ans, je pars du principe qu'à partir du moment où des lecteurs nous suivent, il est de ma responsabilité et un peu de mon devoir de faire en sorte de ne pas faire attendre les gens à l'infini, et puis d'arriver tous les ans, le petit rendez-vous Chimère, on va dire, en octobre chaque année. Très bien. Comment as-tu rencontré ton duo de scénaristes ? Comment je les ai rencontrés ? En fait, j'étais sur une autre série, donc j'étais sur l'École Capucine à l'époque. Et eux sont allés voir donc les éditions Glénat pour proposer leur scénario, et en leur disant que voilà, ils étaient intéressés par une collaboration avec moi. Donc en fait, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Glénat m'a appelé un jour en me disant on a un scénario à te proposer, lis-le, dis-nous ce que t'en penses. Les scénaristes aimeraient travailler avec toi. Je l'ai lu, ça m'a bien plu. Moi, j'étais déjà sur des séries qui se passaient dans ces époques-là, 19e, donc je commençais à avoir pas mal de documentation. Et j'avais aussi un peu une certaine frustration, c'est-à-dire que je me mettais tellement à avoir la documentation que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses que j'avais pas pu exploiter graphiquement. Et le fait que ce scénario arrive, certes, je repartais un peu sur des choses connues, on va dire, en termes d'époque, mais ça m'a permis un peu de calmer cette frustration et de me dire chic, je vais pouvoir vraiment exploiter tout ce que j'ai. Et en plus de ça, mes scénaristes m'ont redonné encore plus de documentation, donc je me suis retrouvé avec pas mal de choses. Et un vrai plaisir à aller gratouiller dans cette époque-là et à essayer de trouver des choses un peu surprenantes, des vues de Paris ou des personnages ou des inventions. Du coup, comment est-ce que tu résumerais votre collaboration ? Ma collaboration, je suis pas du tout à l'origine de la création de Chimère. Moi, je suis venu, j'ai apporté ma patte graphique, mais j'ai vraiment plus la sensation d'être au service de leur travail et dans une certaine interprétation aussi. Mais je suis pas du tout à l'origine du scénario. Par contre,
Mon rôle aussi, c'est un peu c'est un peu un rôle de voleur, c'est-à-dire que l'idée aussi, pour que ça fonctionne, c'est un peu de s'accaparer les choses. Et c'est vrai que c'est un costume chimère dans lequel je me suis senti assez bien. J'ai très vite senti les personnages en lisant les choses. J'ai très vite senti les décors, la mise en scène. Enfin voilà, c'était assez naturel en fait. Donc voilà, je leur ai un peu volé leur histoire pour me l'approprier en essayant, en gardant toujours à l'idée aussi de ne pas trahir leur histoire et d'être vraiment au service de cette histoire-là. Du coup, est-ce que le scénario qu'il te propose est déjà case par case défini avec chaque bulle de dialogue ou tu as une part d'adaptation de ton côté ? Alors comme c'était une série qui était destinée à la télévision à la base, elle était écrite sous un autre format, donc eux il a fallu qu'ils la réadaptent. Moi quand on m'a proposé Chimère, ce qu'ils m'ont fait passer c'était un synopsis en fait, donc j'avais pas forcément les découpages, j'avais donc un synopsis, j'avais la trame générale de l'histoire, et puis j'avais aussi des fiches de personnages pour un peu sentir les personnages qui pouvaient bien être et un peu avoir une petite approche de chacun des personnages. Et ensuite, ce qui se passe, une fois que l'album commence, donc j'ai le synopsis de l'album, donc je sais d'où on part et où on va. Et par contre, les découpages, c'est quelque chose que mes scénaristes me donnent au fur et à mesure. Alors on a créé une unité qu'on appelle le fagot, enfin c'est un peu moi qui l'ai créé. Et le fagot représente 10 planches. Alors j'essaye, je leur demande, je les supplie, de me donner un fagot régulièrement et donc de m'envoyer 10 planches. Alors des fois ils m'en envoient 8, des fois ils m'en envoient 11, des fois ils m'en envoient 6. Mais c'est vrai qu'au début ils m'en envoyaient plutôt par 2 ou 3 planches et ça moi j'ai du mal, j'ai vraiment besoin de rentrer dans les choses pour trouver mon rythme de croisière, faire du dessin, avancer sur le dessin avant de repasser sur l'ancrage. Donc voilà, ces 10 planches là pour moi elles sont assez importantes. Bon, on a trouvé notre rythme, on fonctionne comme ça maintenant, mais c'est vrai que c'est un avantage que je ne soupçonnais pas et que j'ai découvert, qui est de découvrir un peu l'histoire au fur et à mesure, même si j'ai la trame. J'ai un peu l'impression de suivre un feuilleton moi aussi et du coup quand mon petit fagot arrive, j'ai toujours ce petit plaisir d'aller vite le lire et de me dire bon, à quelle sauce je vais te manger, qu'est-ce qui va se passer, et ça me permet de garder une certaine fraîcheur et un vrai plaisir sur la série sans j'ai pas la sensation de m'étouffer ou de m'essouffler. Voilà, ça fait quand même déjà 3 ans que je suis dessus, bientôt 4. Et c'est un vrai plaisir au quotidien, et je leur dis souvent d'ailleurs, souvent je leur dis que c'est un vrai plaisir à Chimère, je prends beaucoup de plaisir dessus. Du coup, tu peux aussi plus facilement te projeter justement par rapport à ton dessin. Plus tu as de pages déjà prêtes, plus tu as de planches déjà prêtes au niveau scénario, tu sais quelle va être l'évolution dans 3, 4, 5 pages de tel personnage et ça peut faciliter aussi, je suppose. Oui et non, parce que c'est arrivé assez souvent qu'il y a des personnages qui semblaient comme ça un peu secondaires, voire même en position très éloignée, limite figurant, qui ressortent sur des fins d'albums ou sur des albums suivants en fait. Donc je suis assez méfiant maintenant quand ils me font arriver des personnages qui a priori paraissent être des personnages très lointains. Je sais qu'ils ont souvent leur petite idée derrière la tête et très souvent ces personnages-là s'avèrent ils ne sont jamais là par hasard et prennent souvent plus d'importance que ce que j'aurais pensé. Donc ça oblige aussi un peu à une exigence qui est de se dire ce personnage-là qui est juste sur cette case-là, il va peut-être ressortir dans un album ou à la fin de l'album, donc il faut que je sois exigeant par rapport à ça. Non, d'avoir 10 planches, ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'il m'arrive des fois d'avoir des scènes sur lesquelles je bloque. Et plutôt que de m'enferrer sur quelque chose, j'aime bien passer à quelque chose d'autre pour aller me changer un peu les idées et revenir avec des idées plus claires. Donc 10 pages en général, c'est plutôt 2 ou 3 scènes différentes. Et quand je commence à bloquer sur une scène d'intérieur, par exemple, ça peut me permettre aussi d'aller m'aérer et de passer sur une scène d'extérieur et de revenir sur ma scène d'intérieur. Donc ça permet un peu ces allers-retours qui sont, je trouve, assez salvateurs et qui évitent de s'enferrer. Dans le dessin, ça se sent vite quand on commence à être dans quelque chose qui sent un peu le travail et un peu une certaine pénibilité. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans une énergie, quelque chose de positif. Et quand je bloque, j'essaye de passer à autre chose et de garder cette espèce de fraîcheur du dessin pour éviter que ça sente ensuite qu'on ait un ancrage un peu lourd ou quelque chose d'un peu pesant et d'un peu maladroit, malhabile et un peu étouffant à lire parce que pénible à dessiner ou compliqué à dessiner. Qui dit sujet délicat, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que Chimère, ça traite de maison close, dit souvent limite à s'imposer. Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que tu as dû t'imposer quelques limites par rapport à ton dessin, par rapport à l'adaptation du scénario ? Et si oui, lesquelles ? Ça, quand j'ai eu ce scénario dans les mains, clairement, je me suis posé plein de questions parce que oui, l'histoire m'intéressait, mais après on peut pas occulter le fait que déjà Chimère c'est une jeune fille mineure qui se retrouve dans cette maison close, qui se retrouve dans une position des prostituées de l'époque. Alors quand on se documente, on se rend compte que malheureusement c'était loin d'être un cas unique et isolé. Donc
sur le principe, en parler, c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, voilà. Après, le problème de ça, c'est qu'on se retrouve dans un lieu qui est un lieu assez élégant pour l'époque. Faut savoir que sur Paris, il y avait des lieux comme ça, il y en avait plus de 4000. À 95%, c'était des lieux extrêmement sordides. Là, toute la complexité est qu'on se retrouve dans un lieu qui est plutôt sympathique à regarder. Et le piège est là, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une position où on peut aussi, au bout d'un moment, rendre les choses tellement sympathiques et agréables que finalement on peut aussi desservir son propos et avoir même un propos qui est complètement inverse. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, mais ça on en a énormément discuté avec les scénaristes, leur approche était intéressante, c'est-à-dire que ce petit théâtre esthétique a un revers de coulisses, on va dire, qui est déjà beaucoup plus sordide, et ça c'est quelque chose qui est important dans le scénario, c'est-à-dire qu'il y a tout ce côté la vie sociale de ces filles, comment elles étaient tenues, en étant endettées, tout ça, tout ce truc-là, toute cette vie, ce background est présent dans l'histoire. Après, à moi de faire attention, j'ai aussi cette responsabilité de pas en faire un tableau qui donne envie, quoi. Clairement, c'est quelque chose aussi dont on avait débattu longuement avec mes scénaristes et on était tout à fait d'accord là-dessus. Il fallait pas que ça donne envie aux gens et que les gens se disent cool, c'est Chimère dans une maison close, super. Donc voilà, l'équilibre est précaire. C'est pas gagné et ce n'était pas gagné. A priori, sur les premiers albums, les gens ont bien compris ce qu'on voulait faire, donc ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que quand le tome 1 est sorti, j'avoue que j'étais pas forcément. J'espérais que ça serait pas mal interprété. Ouais, j'avais un peu peur du début de comment l'album serait reçu. Bon, il se trouve qu'il est bien reçu, qu'il a du succès et que les gens, qu'il a bien trouvé son public. Donc on en est extrêmement fiers et contents. Mais ouais, c'était une grande question. Après, dans la création, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre des risques. Si c'est pour faire des choses faciles, est-ce que ça a de l'intérêt ? Enfin, moi, ce métier, je l'ai aussi choisi pour ça, donc voilà. Donc on est l'histoire se passe dans une maison close au 19e siècle. Du coup, ma question que j'avais pas prévue à la base, quelle est la part éventuelle d'influence de l'esthétique de la série télé Maison Close dans ton dessin ? Alors il n'y a aucune influence pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu la série. La seule chose que j'ai vue de la série, c'est un teaser sur internet alors que j'étais en train de dessiner une planche et où il y avait des petits points un peu de rencontres qui m'ont fait suffisamment peur pour me dire t'oublies, tu vas pas la voir. Donc cette série, j'irai la voir le jour où j'aurai fini Chimère. Dans l'immédiat, je l'ai pas du tout vue. Alors je sais que des lecteurs m'ont dit des fois on retrouve des choses. Je pense pouvoir expliquer les choses en me disant que finalement on a un peu tous la même iconographie à disposition. Alors j'essaye de faire en sorte d'aller chercher des sources et de ne pas me contenter d'aller sur Google. Voilà. Donc j'ai des sources, j'ai des tirages de plaques de verre justement de lieux de l'époque qui sont assez, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voulait faire sur la perle pourpre, donc qui est le lieu dit, donc dont je me suis vraiment inspiré. C'est des tirages assez confidentiels, donc je pense que c'est des sources que peu de gens ont. Donc j'essaye de m'appuyer sur des choses comme ça un peu, mais forcément on a tous vu des images de Toulouse-Lautrec. Forcément il y a toute une esthétique et une iconographie de cette époque-là qui est commune à notre culture et qui fait qu'il y a sûrement des points de rencontre. Après voilà, j'essaye de jamais me contenter d'une source facile et j'essaye d'aller regarder du côté de la peinture, d'aller regarder du côté des illustrations de l'époque. Donc il y avait beaucoup de gens qui faisaient du croquis, du dessin et voilà, d'essayer de recroiser les choses, de lire aussi les journaux de ces filles. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs petits journaux intimes qui sont devenus des livres ensuite, où on a une vraie sensation de leur époque et de leur vie. Mes collègues du One Eye Club ont senti une certaine évolution dans ton style, vers plus de noirceur et moins de délicatesse, un travail quelque part un peu plus brut. Est-ce que c'est une évolution qui est consciente ? Un travail un peu plus brut. Moi j'ai l'impression d'affiner mon dessin en fait. Ma quête elle est un peu là en ce moment. Sur mes séries avant j'étais peut-être un peu trop dans l'énergie du dessin. En discutant avec différentes personnes, je sais qu'on m'a fait prendre conscience du fait que mes dessins, fallait peut-être que mes personnages ne soient pas trop durs avec eux, parce que j'avais tendance des fois à pas les gâter. Moi j'aime bien les choses un peu brutes, et au contraire j'essaye de m'adoucir et d'éclaircir mon dessin. Après je sais que j'ai eu une surprise sur le tome 2 de Chimère. Je pense m'expliquer un peu les choses, mais je trouve qu'entre mes planches originales et ce que j'ai eu sur l'album, j'ai vu une vraie différence. Je pense qu'il y a eu, mais je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je pense qu'il y a eu des tolérances de scanner qui n'étaient pas forcément réglées comme d'habitude. Et j'ai une graisse de trait qui a été extrêmement allégée sur le tome 2, mais ça, je m'en suis rendu compte en ayant l'album dans les mains, en fait. C'est avec du recul. Sur le coup, j'ai pas vraiment vu le truc. Donc du coup, j'ai eu tendance à reforcer un peu ma graisse de trait sur mon tome 3 et mon tome 4, d'avoir des personnages qui sont peut-être un peu plus appuyés,
avoir des noirs un peu plus profonds. Alors peut-être que c'est ce qui donne ce côté un peu plus brut. Bon, en même temps, ensuite, il y a aussi l'histoire qui se noircit pas mal. Et il y a aussi cette idée-là. C'est-à-dire que là, je parle juste technique, mais après, il y a quand même une volonté, effectivement, d'amener quand même du poids et une certaine noirceur dans l'image. Et c'est vrai que le dessin s'y prête. Là, typiquement, quand on est dans des scènes sur le tome 3 où on est sous la pluie, il y a une vraie volonté de brouiller un peu l'image, d'avoir une image qui soit pas complètement confortable à regarder, justement pour être un peu dans cette scène un peu de fin du monde, un peu apocalyptique, qui a un point super important dans l'histoire de Chimère. Donc il y a une volonté graphique effectivement de noircir les choses. Après il y a aussi l'évolution d'un trait, d'un dessin, et voilà, c'est un peu le mix de ça qui fait que Chimère, je pense, le dessin évolue. Ouais. Moi j'en ai des bons échos d'une manière générale, donc je me dis que je fais peut-être pas fausse route. Mais ils apprécient énormément, hein. Mes collègues animateurs adorent, hein. C'est juste cette évolution, et je pense qu'effectivement, tu l'as dit, il y a cette influence quelque part du scénario qui noircit quelque part, ne serait-ce qu'inconsciemment, le dessin, sans que ce soit réellement volontaire, que ce soit toi pour retranscrire l'ambiance, mais également le lecteur qui lui est forcément dans cette ambiance un peu lourde, un peu noire, un peu sordide parfois, donc du coup il voit les choses un peu plus noires. Oui, par contre on essaye toujours de justement pas non plus... Le piège, ce serait aussi de vouloir enfoncer les choses pour les enfoncer. L'histoire est dure, mais par contre on a une réelle volonté de contraste, c'est-à-dire que mine de rien on a choisi des couleurs assez chatoyantes, ce qui est un peu étonnant, hein. On aurait pu jouer le côté très Cosette, on est dans des choses un peu tristes, grises. Et au contraire, on essaye ce contraste-là. Donc c'est vrai que je dirais que ça fonctionne par contraste de scènes. On a des scènes noires, mais on essaye aussi d'avoir des scènes. J'ai des scènes où il y a quasiment plus que du cerné finalement, beaucoup moins de noir et beaucoup plus de couleurs. On se permet des violets, des bleus, des choses un peu gaies, où là on a une scène qui tourne autour du blanc. Il y a une soirée à la fin du tome 3 où voilà, le thème c'est le blanc. Donc voilà, on essaye des gammes de couleurs aussi, de pas enfoncer pour enfoncer les choses, quoi. Mais par contre c'est vrai qu'on travaille par contraste, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vont être noires pour pouvoir amener de la lumière sur les scènes d'après, en fait. Voilà. La lumière n'existant pas sans l'ombre et l'ombre n'existant pas sans la lumière. C'est si joliment dit. Quels sont tes autres projets à part Chimère, et si c'est des projets qui ont bien avancé, est-ce qu'il y a des dates qui sont associées à ces projets? Je travaille sur plusieurs choses. Alors j'ai un projet personnel qui date depuis Albatros, sur lequel j'avance depuis des années, qui fait actuellement sous une 60aine de pages. Et qui mettra encore bien des années, mais lui j'attendrai de l'avoir fini pour aller voir un éditeur. J'ai un autre projet avec une scénariste sur lequel un projet un peu humoristique sur lequel on travaille, lui aussi peut-être quelque chose qui pourrait sortir d'ici un an et demi. Et sinon je prépare l'après-Chimère, j'y réfléchis activement et je fais même des thèses graphiques où là je partirai sur une époque qui serait peut-être plus les années 50, 60. Et sur une série aéronautique, en fait. Moi je suis un fanat d'aviation, et la bande dessinée, j'y suis venu même pour faire de l'aviation à la base. Donc voilà, c'est mon petit rêve, mon petit précieux et ma petite quête à moi, qui serait pour le après Chimère, en fait. Mais dans l'immédiat, je reste concentré sur Chimère, parce que voilà, ça me semble assez compliqué de mener plusieurs choses de front. Donc, et sinon je travaille beaucoup pour la presse, pour l'aéronautique justement, où là je fais de la BD au quotidien. Et donc on arrive sur les deux dernières questions. La première, c'est quel est ton avis sur la BD numérique ? Est-ce que j'ai un avis sur la BD numérique ? C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer justement dans un des projets dont je vous ai parlé. Là, il y en a un où j'ai vraiment... Enfin, avec ma scénariste, on a vraiment l'envie de ce support, mais ça, c'est un support qui serait justifié, ça serait pas un choix gratuit, et ça nous permettrait aussi d'expérimenter un peu ce support-là. Après, je pense que comme tout support, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, c'est un support comme un autre, comme il y a le cinéma, comme il y a la télé. Le tout étant de le justifier. Je suis pas sûr que de prendre un album et de le scanner pour le remettre sur une tablette, ça a un grand intérêt. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Après, la tablette permet de toucher, de mixer plusieurs médias qui vont être le son, qui vont être l'image, éventuellement l'animation. Je pense qu'en croisant ces choses-là et en mettant au point quelque chose d'autre qui serait plus du livre, qui serait pas forcément du dessin animé ou du film, il y a sûrement des choses à créer, à inventer, qui seraient intéressantes. Voilà, le PDF sur la tablette,
Enfin, j'y crois pas trop. Je vois pas l'intérêt en tout cas. Bien sûr que ça se fait, et voilà. C'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, explorer les choses et essayer d'inventer et d'innover, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Surtout que moi, je viens du jeu vidéo à la base. J'ai fait 10 ans de jeu vidéo. Donc c'est vrai que ces technologies-là sont intéressantes, mais il faut s'en servir pour ce qu'elles sont et en tout cas les explorer pour ce qu'elles permettent, quoi. Et enfin, ma dernière question, quelle est ta dernière découverte bande dessinée ? Ma dernière découverte bande dessinée, je vais énormément vous décevoir. Globalement, ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas touché, que je suis un peu décroché de la bande dessinée pour plein de raisons. La première, c'est que je suis en plein déménagement depuis quelques mois de mon atelier et tout, donc voilà. Que je suis aussi à fond dans mon chimère et surtout aussi le fait qu'il faut se nourrir quand on fait ce métier de création et il faut se nourrir de tout moi je trouve, sauf du médium dans lequel on est si on veut amener des nouveautés. Donc finalement, je pourrais vous parler de livres que j'ai lus, mais de BD, c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps. J'ai du retard, j'ai quand même envie, je suis pas en train de dire que j'aime pas ça, mais c'est là purement une question de temps. Et puis voilà, tant qu'à privilégier quelque chose, j'ai privilégié quelque chose qui me nourrissait et qui faisait que le matin, quand j'arrivais à ma table à dessin, j'étais riche de choses autres que la bande dessinée, parce que c'est important et je sens que, on a aussi cette responsabilité, nous auteurs, c'est que pour raconter des histoires, c'est bien d'aller se nourrir d'autres choses, donc, ou d'aller vivre des événements, d'aller voyager, d'aller vivre des aventures, ce qui est pour moi très important, ou alors effectivement d'aller se nourrir ailleurs, mais c'est vrai que la BD, là je l'ai un peu mise en stand-by, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Vincent, bonne fin de salon du livre 2014 et bonne continuation pour la suite de Chimère. Merci à vous et puis bonne fin de salon, à bientôt. Recoucou chers auditeurs, c'est toujours Thibaut, donc là on vient d'avoir une super interview de Vincent, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses très intéressantes, en tout cas moi j'ai bien aimé. Et là du coup j'ai intercepté 2 cosplayers qui s'appellent respectivement Jonathan et Shigure. C'est ton vrai prénom ? Mon vrai prénom c'est Gabriel. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Et vous êtes respectivement déguisés en Batsu. Et moi je suis Neji du manga Neji, donc en fait il vient du même manga que moi. D'accord, du manga Neji, d'accord. Neji qui est édité chez qui par exemple ? Chez Tonkam. D'accord, et c'est de quel auteur ? Kaori Yuki. Ok, qui était en dédicace en ce moment, voilà. Donc ce qui explique votre présence, n'est-ce pas ? Oui. C'est pour ça qu'on est ici et en cosplay de justement un de ces mangas. Parce qu'on a rencontré l'auteur il y a quelques minutes maintenant. Et alors, c'était comment cette rencontre ? Ah, ça faisait bien plaisir de voir un auteur qu'on aime autant et surtout qu'on discutait, je crois que c'était dans l'année. Dans l'année, on a dit, après les clamps, on avait dit, oui, Kaori Yuki, elle finira bien un jour par venir, mais en grande image, ça n'arrivera jamais. Et donc, c'est moi, en fait, par hasard, je suis en Manga News, que j'ai trouvé comme ça. Il y avait une news de Kaori Yuki au centre du livre. Ça a fait le tour de Facebook. J'ai dit, oh mon Dieu, il y a Kaori Yuki, j'espère que c'est pas un fake et qu'elle va vraiment venir. Et du coup, j'étais très très content de voir qu'elle venait enfin en France. D'accord, parce que je suppose que vous y attendez plus pour un Paris Manga ou pour le Japan Expo carrément. Pour Japan Expo en fait, surtout en fait, parce que Salon du Livre, c'est vrai que il y a des auteurs manga qui viennent, mais pas connus au point d'être comme Kaori Yuki en fait. Il y a aussi Kaoru Mori qu'on aime beaucoup. Je veux dire, Bright Stories est un manga vraiment très très beau, mais ça fait plus effectivement le genre d'auteur qu'on s'attend à voir au Salon du Livre, comme l'année dernière on a eu, alors je ne veux pas dire de bêtises sur son nom, mais l'auteur de Césarée, toujours chez Kiun. Pareil, ça rentre aussi parce que c'est un des mangas qui touche un public plus large que le simple lecteur de manga. Ça peut toucher les gens qui aiment l'histoire, qui aiment la civilisation extérieure, ça marche aussi. Alors je suppose que vous n'êtes absolument pas fan de manga. Du coup, vous en achetez combien ? C'est quoi à peu près votre budget mensuel ? Mensuel. Alors ça dépend si j'ai ma paye ou pas, mais en général, je peux... en termes budget, je peux pas trop dire parce que j'essaie d'acheter au maximum des mangas d'occasion. Là, je sais que le mois dernier, j'en ai acheté facilement une 30aine. Ça dépend vraiment en fait. Ouais, donc 30 fois 6, 7, on voit vite fait le calcul. Ça dépend en fait. Quand je les ai en occasion, ça peut monter vite. Sinon, en général, j'essaie d'acheter vraiment les grandes sorties que j'attendais. Donc ce serait plutôt à hauteur de 10-15 tomes par mois en fait. Et de ton côté ? Moi de mon côté, comme j'ai essayé de réduire énormément mon budget parce que j'en ai beaucoup, mais ça peut monter plus vers... moi je me rends compte en argent, ça me peut monter vers 40-50 € à peu près. Mais ça me fait quoi ? Ça me fait 6-7 mangas à peu près. Mais je pourrais en acheter beaucoup plus. C'est vraiment que je me suis réduit parce que sinon j'ai au moins 20 séries en cours. Donc sinon je dépenserais quasiment ma paye. Moi j'essaie de ralentir un petit peu les achats de manga parce que j'ai ma passion de cosplay à côté. Donc il faut que j'arrive à combiner les dépenses des deux côtés. Donc, Beaucoup de cosplay, t'as plusieurs costumes différents ?
Je dois tourner autour des 60-70 cosplays au total, sachant que j'en fais en général un par jour de convention, plus les costumes que je fais à part pour des photoshoots ou autres, donc ouais, ça monte très vite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un budget à part cosplay et manga. D'accord, et c'est une passion que tu diffuses sur Internet ? Oui, j'ai une page Facebook qui est... bon, je fais ma petite pub, hein, c'est Shigure Cosplay. J'essaie de faire des petites mises à jour de temps en temps. Après, c'est vrai que je poste pas beaucoup de work in progress, donc des photos de mes inventements de costumes. Je vais essayer de le faire plus souvent parce qu'on m'a déjà demandé, mais je pense pas forcément le faire parce qu'une fois que je suis lancée et je fais tout d'un coup et j'ai fini, le costume il est terminé, donc du coup je fais une photo, voilà, c'est fini. Mais ouais. Alors juste, Shigure, tu l'appelles ça comment, histoire que les gens perdent pas trop de temps à chercher sur Facebook du coup ? Alors c'est SHIGURE et cosplay derrière. Et toi, de ton côté, le cosplay, c'est juste, c'est en dilettante ou c'est exactement une passion Alors maintenant, c'est beaucoup plus en dilettante parce que mon racontage de life, mais parce que je prépare tout simplement le CAPES de lettres modernes et je travaille en tant que professeur à côté. Donc j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Mon argent va dans les mangas, dans d'autres choses. Mais sinon, je crois, comme je suis pas très rapide quand même. Ça arrivait, le maximum je crois que j'avais fait, ça devait être 40 cosplays je crois, non même pas 40, une trentaine de cosplays, mais sinon je préfère y aller doucement et le faire de temps en temps. Là par exemple j'ai fait le costume parce que Kaoriyuki venait, et j'ai dit non tant pis, je prends mon temps et je le fais. Sinon là après une fois que j'aurais passé le CAPES du coup et que j'aurais mes cours à préparer, mais j'aurais plus un concours et des cours à recevoir, donc j'aurais plus de temps. Et j'ai déjà une bonne liste de cosplay à faire. Et imagine 2 secondes que là, derrière nous, il y aurait par exemple un de tes élèves. Comment tu réagirais ? Moi, je dirais bonjour. Non, c'est parce que honnêtement, parce qu'ils le savent, depuis le début de l'année, il y en a un qui m'a vu avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose pour ranger les feuilles, etc. C'était du Black Butler. Donc il m'a repéré, il m'a demandé si j'aimais les mangas. J'ai dit que oui, je lisais Fairy Tail et tout. Les jeux vidéo, ils savent que j'en lis aussi. J'en joue, voilà, donc ils le savent, et même plusieurs de mes collègues m'ont dit mais si jamais ils trouvent ta page cosplay ou n'importe quoi, j'ai dit honnêtement je m'en fiche quoi. Je leur ferai bien comprendre que il n'y a pas de problème. Je veux dire, s'ils me voient en cosplay, ça ne me dérange pas, mais qu'ils comprennent bien qu'il y a ma vie privée, donc ce que je fais dehors, même s'ils me voient en conv, je leur dirai bonjour, on pourra discuter et tout. Et quand on est dans la salle de cours, je peux rigoler, je peux être gentil, mais le cosplay, c'est ma vie privée, c'est pas la vie de l'école. Tu as ta propre page cosplay ou tu es sur celle de Shigure ? Non, j'ai la mienne, mais elle n'est pas très très active du coup, à cause de ça. Alors, le même problème que Shigure, du coup, c'est que je ne poste pas beaucoup de work in progress. C'est pareil, je couds et une fois que c'est fait, c'est bon, je l'ai fini. Mais sinon, oui, j'ai une page qui n'est pas très très active, mais c'est Fakes Cosplay. Donc, parce que mon pseudo, c'est le Fake, pour toute une raison qui va avec une amie cosplayeuse. Et donc Fake, je les plaise, donc c'est comme en anglais, donc F-A-K-E apostrophe S et cosplay derrière. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. J'ai vraiment bien aimé vous poser ces quelques questions et vous croiser au Salon du Livre 2014. J'ai cru comprendre que vous partiez, alors bonne fin de salon et bonne fin de week-end. On part parce que du coup on va faire quelques photos dehors parce que du coup on ne pouvait pas en faire à l'intérieur, donc on va en faire pour dire oui c'est bon, regardez on a fini nos costumes, etc. Ils sont tout beaux avant de faire une vraie séance photo dans un cadre plus adapté avec les persos, le cadre du manga, etc. Alors bon photo shooting. Merci. Merci. Bonjour Arthur, donc merci de répondre à mes questions pour le Salon du Livre 2014. Ma première question est très simple, comment vas-tu ? Ça va super bien, là je suis en train de dédicacer à côté d'un champion du monde 98, c'est très impressionnant. J'allais justement te poser la question plus tard. Voilà, donc c'est la première fois que je réponds à des questions en dédicaçant, mais ça va, je me démarre pas trop mal. Alors justement, qu'est-ce que ça fait vraiment de dédicacer à côté de Lilian Thuram ? C'est un peu impressionnant parce que je crois qu'on a tous en mémoire la demi-finale de 98 avec ce doublé complètement extraordinaire et cette espèce de posture comme ça avec la main sur le menton et qui était, c'était fabuleux. Je pense que c'était le bon vieux temps, on va dire quoi. Voilà, moi je suis plus tellement le foot, mais c'était tout le monde. Je pense que on sait tous à quel moment, ce qu'on faisait à ce moment-là, quand c'est arrivé, à quel endroit on était. C'est très marquant.
très ému. Je suis très ému. D'accord. Moi, ma principale interrogation pour aujourd'hui, c'était pour te parler du clip de Skip the Use. En fait, ça m'a beaucoup surpris de voir ce clip dessiné par toi. Au départ, j'avais pas tout de suite reconnu ton style, puis c'est quand j'ai vu le visage de la sorcière, je me suis dit « Ah, mais oui, c'est lui, évidemment !» Du coup, je voulais savoir en fait quelle était un peu la genèse de ce projet. Alors en fait, on avait, quand je dis on, c'est mon producteur et moi, on souhaitait faire appel pour la bande originale du film, pour la musique du film, faire appel à un groupe de rock. Et il se trouve qu'on aimait bien tous les deux Skip the Use, et qu'en plus on avait une copine dont le frère est pote avec Matt, le chanteur, et Yann, le guitariste. Et on a profité de ce petit lien pour les approcher, leur envoyer les BD, leur dire voilà, on est en train de faire le film, est-ce que ça vous intéresse ? Et ils ont dit oui. Et il se trouve pendant ce temps, nous, pour les besoins du film, on devait faire ce qui s'appelle un pilote, c'est-à-dire un petit format de quelques minutes pour mettre la machine en marche, pour commencer à faire des tests d'animation. Et comme eux avaient un single qui sortait dans peu de temps, on s'est dit tiens, on va faire d'une pierre deux coups, c'est que ce pilote va en même temps être leur clip. Donc c'est venu comme ça, c'est venu un peu naturellement. Et je suis vraiment hyper content parce que c'est vraiment une belle collaboration. On s'entend vraiment très bien. Non, je suis vraiment content, j'ai hâte que le film démarre et surtout j'ai hâte d'entendre leur musique, la musique qu'ils vont faire pour le film, quoi. Alors justement, le film donc autour de Zombillenium, faut le préciser, où est-ce que c'en est ? Alors le film, le scénario est fini. En fait, tout est fini, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le développement est fait. Donc le développement, c'est-à-dire les personnages, le scénario, le pilote. C'est tout un tas de choses préparatoires qu'il faut faire avant de démarrer. La production va démarrer avec le storyboard, donc ça va être la prochaine étape. Et on a pratiquement tous les financements. Donc on a un distributeur qui est GBK Film. Donc je suis assez content parce que maintenant à ce stade je sais que ça va se faire. Parce que c'est toujours un film, on ne sait jamais trop jusqu'au dernier moment. J'ai tellement de... Moi-même avec Les Crabes notamment, le film, c'est un moment ça a failli se faire puis ça s'est pas fait. J'ai beaucoup de collègues qui ont beaucoup de projets qui n'arrêtent pas de presque se faire mais qui ne se font pas. Et là je peux annoncer fièrement que là ça va se faire, ou alors à moins vraiment d'un énorme coup de malchance, mais voilà. Donc ça c'est vraiment, je suis vraiment content, j'ai vraiment hâte, et surtout j'ai vraiment hâte de voir mes personnages bouger et parler, quoi. Alors justement, côté animation, que ce soit pour le film ou pour le clip de Skip the Use, c'est toi qui as tout fait ou non, t'as une équipe derrière toi ? Oui, j'avais une équipe. Alors ça a été réparti dans 2 studios, dont un à Angoulême et un en Belgique, à Marcinelle. Et du coup, moi, mon boulot, c'était, en l'occurrence pour le clip, comme pour les films, c'est d'être réalisateur. C'est-à-dire que je dirigeais l'équipe, un peu comme on dirige des acteurs. C'est-à-dire que il y avait des animateurs qui étaient ou des décorateurs qui étaient très talentueux, mais après j'étais derrière pour leur dire non, le personnage il bouge pas comme ça, il fait ci. Et il fallait aussi s'occuper de la couleur, du rendu, de tout un tas de paramètres pour que ce soit le plus fidèle possible à la BD, en fait. Voilà. Ce serait pas là du coup un des meilleurs intérêts de ton dessin vectoriel ? Alors il se trouve que on a pensé faire pour le rendu, on a pensé le faire au début en Flash, parce que qui dit Illustrator dit Flash souvent, c'est un peu la version animée de Flash d'Illustrator, mais sauf que on a réalisé que c'était bourré de galères et qu'en fait le moyen le plus logique finalement c'était de la 3D, mais il fallait quand même, donc c'est fait en 3D, en image de synthèse, mais avec un soin particulier apporté au rendu pour que ce soit vraiment le plus fidèle possible aux aplats de couleurs qu'on voit dans la BD. Alors là, je te vois du coup avec des stylos, des feutres sur une BD. Ça ne change pas de ta tablette habituelle pour le dessin ? En fait, non, pas trop. C'est-à-dire que, de toute façon, au départ, je bossais aussi au crayon, au feutre et au papier. Donc, ça me rappelle un peu cette période-là. Mais bon, je suis un peu perdu, évidemment. Je ne pourrais pas faire là toute une BD, je pense, comme ça, au feutre ou quoi que ce soit. Mais l'outil quand même avec lequel je suis le plus à l'aise, ça reste Illustrator. Voilà. Mais c'est toujours agréable de temps en temps aussi de faire du travail à la main, comme ça, quoi. Le film Zombillenium, je viens d'y penser. Le scénario reprendra l'intégralité de la BD ou ce sera un scénario basé sur l'univers et indépendant ? Donc le scénario, alors ce sera globalement le tome 1 avec des emprunts au tome 2 et 3.
Bon, ça n'ira pas au-delà de toute façon, mais globalement c'est vraiment le tome 1, un peu plus fourni, enfin un peu étoffé, notamment avec l'arrivée de nouveaux personnages. Mais en gros, ça raconte l'arrivée d'Aurélien dans le parc, son embauche, ses premiers pas, ses bons, ses mauvais côtés, et puis finalement, à la fin, son acceptation parmi les monstres et son implication dans ce qui lui arrive, quoi. Voilà. Mais en tout cas, l'animation permet évidemment beaucoup de choses, beaucoup plus de choses en termes d'acting et de toutes ces choses-là, quoi. Ok, et écoute, merci beaucoup pour tes réponses et je suis désolé d'avoir pris du temps alors que tu es en train de dédicacer. Et puis, du coup, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Hey les auditeurs, ça y est, c'est la fin pour moi, c'est la fin du Salon du Livre 2014 pour le correspondant Île-de-France que je suis pour le One Eye Club. J'espère que vous avez vraiment apprécié toutes les interviews qui ont été faites, tout ce que vous avez pu entendre. J'espère que vous aurez appris des choses assez intéressantes, que vous aurez fait la découverte de personnes intrigantes. Je pense notamment à nos cosplayers, mais je pense aussi à des auteurs comme Mick ou Le Fab qui méritent vraiment votre attention. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du One Eye Club sur Synops Live, bien évidemment, comme un jeudi sur deux à 21h. Mais là, c'est un mois spécial, il y a plein de contenu. Et j'espère vraiment que vous appréciez tout ce qu'on fait autour de la bande dessinée, que ce soit au One Eye Club ou sur la web radio. Voilà. Moi, c'était Thibaut, donc en direct différé du Salon du Livre 2014. On se retrouve également pour ma part dans un prochain épisode du Labo. Ciao, ciao!